Allez, bonjour à tous. Donc un petit cours sur la résistance des matériaux. Un cours qui plaît pas beaucoup aux élèves. Généralité, la résistance des matériaux est l'une des branches de la mécanique utilisée pour prévoir comment les solides résistent et se déforment sous l'action des charges qui les sollicitent. Avant de dimensionner une pièce qu'on est en train de concevoir, on va faire des petits calculs, voir pour être sûr qu'elle résiste. Les résultats permettront de prédire le comportement et de prévenir des risques de rupture. Donc un joli pont, le viaduc de Millau. Ce pont constitué de 7 pylônes de 98 mètres en acier S360 et S460. J'ai un cours sur la désignation des matériaux. Vous pouvez aller voir la vidéo, vous saurez ce que c'est. Donc magnifique ouvrage avec des piles aussi. Les haubans d'abord. Des câbles en acier, c'est un pont suspendu, des piles de béton ici, donc ça a été une première aussi, des piles aussi importantes de 77 mètres à 245, 77 c'est déjà énorme, 245 mètres pour la plus haute, et tablier en acier, 36 000 tonnes. Donc sur ce pont, pourquoi je montre ce petit pont? Les éléments du viaduc de Millau, ci-dessous, supporte pratiquement tous les types de sollicitations rencontrées en RDM. RDM, abréviation de résistance des matériaux. Donc on va avoir de la traction, de la compression, du cisaillement, torsion, flexion. Donc ce pont, ces éléments sont soumis vraiment à toutes les sollicitations. Je voulais parler du pont de Tacoma. Petit pont qui était quand même assez grand aux États-Unis. Qui a été inauguré en juillet 40 et il s'est effondré en novembre 40. Il n'a pas duré très longtemps. Alors, on a une belle photo ici de l'inauguration, il y avait du monde. Donc en fait ce pont, quand il n'y avait pas de vent, il tenait très bien. Mais on avait remarqué que quand il y avait un peu de vent, il bougeait. C'est pour ça qu'il y a eu un film de fait le jour où il s'écroulait. Donc c'était l'attraction du coin. Quand il y avait du vent, on venait voir bouger le pont. Donc regardez-moi ça, c'est assez impressionnant. Très connu cet extrait. Pont suspendu, comme le Millau. Il y a même encore une voiture dessus. Sauf que ce jour-là, le vent était plus important que les dernières fois. Et il n'a pas résisté. Donc un petit peu inconscient d'aller se promener. Il a fini par s'écrouler. Donc au niveau statique, ce pont a résisté plusieurs mois. Il était bien dimensionné. Il y a une composante dont on n'avait pas tenu compte, c'est le vent. Donc il y avait des efforts importants avec un vent plus important. C'est pour ça que maintenant on fait aussi des essais en soufflerie. Il n'y a pas que la résistance des matériaux qui compte, il y a d'autres composantes qu'il faut prendre en compte avant de construire un pont. Ils ont retenu le coup, depuis ils en ont refait un, ils l'ont remplacé assez rapidement et ils en ont refait un deuxième à côté. Alors, attaquons le sujet. Notion de poutre, donc on va parler de poutre en résistance des matériaux, en RDM. Une poutre est un profilé dont les dimensions de la section droite, donc la section ici, droite c'est perpendiculaire à la longueur, sont faibles par rapport à la longueur. Le centre de gravité G de la section droite décrit une courbe appelée ligne moyenne. La ligne moyenne est droite, normalement elle est droite, ou de très faibles courbures. Il n'y a pas de brusque variation de section. Les trous épaulements, on verra ça aussi, pas dans cette vidéo, dans la suivante, quand il y a des concentrations de contraintes. Justement, si on change de section brutalement, on va avoir des concentrations de contraintes, les pièces vont être moins solides. Le solide admet un seul et même plan de symétrie pour les charges et la géométrie. Donc pour faire nos calculs, il nous faudra un seul plan de symétrie. Voilà pour les notions de base. Donc, que ce soit un tube carré ou un profilé ici, une barre cylindrique, ça répond bien à nos questions. Toutes ces formes là, on a un plan de symétrie, donc ça peut marcher pour nos calculs de résistance des matériaux. Tous les profilés comme ceci, ça fonctionne.
Hypothèse fondamentale, avant d'attaquer la RDM, les matériaux sont supposés homogènes et isotropes. Alors homogène, ça veut dire que c'est la même matière partout. Une poutre avec des barres d'acier, c'est pas homogène, donc au niveau des calculs de résistance des matériaux, ça va être différent. Isotrope, que veut dire isotrope? Donc j'ai repris un exemple de poutre en bois pour isotrope. En fait, isotrope, ça veut dire même caractéristique mécanique dans tous les sens. Donc une poutre en bois, si je tire aux deux extrémités, elle va être très résistante. Par contre, si je tire dans l'autre sens ici, avec les veines du bois ici, et ben, si je tire dans ce sens-là, le bois va être nettement moins résistant. Donc il n'y aura pas les mêmes caractéristiques dans un sens que dans l'autre. Voilà ce que ça veut dire isotrope. Donc nous n'étudions que des poutres isotropes. Les déformations de la poutre seront très petites par rapport à ses dimensions. On ne va pas étudier du caoutchouc. Pas de gauchissement des sections. Donc gauchissement des sections. Si là j'ai un peu de flexion. Le gauchissement, nous on va considérer que les sections elles sont toujours droites comme ici. Alors qu'en réalité il y a un petit gauchissement, elles sont déformées au niveau de la section. Ça rentre à l'intérieur là et ça repasse de l'autre côté ici. Toutes les forces extérieures exercées sur la poutre sont contenues dans un plan de symétrie. Voilà pour les hypothèses de départ. Les sollicitations, ce sont des forces ou des couples. Un couple, c'est une force en rotation. Appliquée à un solide. On dit que ce solide est sollicité. Donc c'est un terme, sollicitation. Donc on va étudier, nous, l'attraction. On va tirer des deux côtés d'une poutre. Ici, au niveau des composantes, on a ce qu'on appelle l'effort normal. Normal, ça veut dire perpendiculaire. Donc l'effort normal à la surface ici. Effort tranchant, on n'en a pas quand on a de l'attraction. Le moment de torsion, on l'a plus bas le moment de torsion. C'est on tord la barre. Et le moment de flexion, on la fait fléchir. Donc moi je vais étudier l'attraction et la compression puisque ça va ensemble, c'est les mêmes formules pratiquement. Et le cisaillement, ça c'est à mon programme. La torsion, flexion pure, c'est pas mon programme. On peut avoir de la flexion simple, flexion plus traction, on tire en même temps, flexion plus torsion, on la tord en même temps, la pauvre poutre, et du flambage. Donc je vais en parler un petit peu dans certains exercices du flambage. En fait, nous on va étudier la compression, mais si la pièce est très longue et qu'on appuie des deux côtés, c'est plus de la compression, ça devient du flambage. Alors, pour parler de résistance des matériaux, faut parler de l'essai de traction. J'en ai déjà parlé sur la désignation des matériaux, puisque c'est une composante qui est utilisée dans cette désignation. Alors, rappel sur l'essai de traction. Donc, on usine une éprouvette qui a des dimensions normalisées pour faire un essai de traction. On la met dans la belle machine ici, hydraulique, on tire dessus, et en même temps qu'on tire dessus, on va tracer une courbe. Donc, on va voir ici la striction, juste avant la rupture. Alors, c'est la courbe qui m'intéresse. Alors, on avait RR, résistance à la rupture. De toute façon, quand on est arrivé ici, la pièce est foutue. C'est que la striction est apparue là, et ça y est, la pièce, elle est prête à casser. Elle n'est pas encore rompue, mais on n'est pas loin. C'est RE qui va m'intéresser. Résistance élastique. Tant que je tire sur la pièce ici, elle s'allonge. Si je relâche l'effort, elle reprend sa dimension initiale. Donc la pièce est sauvegardée. Elle n'est pas abîmée du tout. Donc cette composante RE, très important. C'est la limite qu'il faut connaître avant de faire des calculs de résistance des matériaux. Et elle sera donnée dans les exercices. On vous dit par rapport à tel matériau qu'on a choisi, RE sera de telle valeur. Voilà pour RE, petit rappel. Alors, on va commencer dans le vif du sujet, la contrainte normale sigma. Donc sigma, contrainte normale, ici, ce qu'on appelle la contrainte normale, c'est l'effort sur la pièce. Normale, c'est perpendiculaire à la section. La section, c'est la surface. Donc l'effort normal en newton, et la section, la surface, on va la mettre en millimètres carrés. Donc là, si je remets le même effort en dessous, mais sur une pièce plus grande, d'une section supérieure, on se rend compte que celle-ci, pour le même effort, elle va résister mieux que celle-ci. Donc on ne va pas tenir compte que de l'effort normal, puisque pour le même ici, la réaction dans la pièce ne sera pas la même. Il va falloir tenir compte de sigma. Sigma, en fait, c'est l'effort par unité de surface. Donc plutôt que d'avoir l'effort sur la pièce totale,
on va diviser l'effort sur la pièce totale par le nombre d'unités de surface. Et on obtiendra sigma. Sigma en mégapascal. Les mégapascales, ça fait peur. Ce ne sont que des newtons par millimètre carré. Donc là, par exemple, je pourrais avoir 2 newtons pour 1 millimètre carré. Le millimètre carré d'à côté, il aurait 2 newtons aussi. Donc, sur une grosse pièce, une pièce plus grosse pour le même effort de départ, sigma sera moins important. Là, il est moins long. Donc plus on augmente la surface, plus sigma sera petit. Donc une petite formule à connaître, sigma, c'est égal à l'effort normal, n, en newton, sur la surface, grand S, en millimètres carrés. Les newtons divisés par des millimètres carrés, et ben c'est des mégapascales ça. Un mégapascal, c'est 1 newton par millimètre carré. Donc des fois je dis newton par millimètre carré, des fois je dis mégapascal. Il faut garder en tête ce que c'est que les mégapascals. Alors, on a vu sigma. On va voir la condition de résistance. RPE, résistance pratique à l'extension. Ou ce qu'on appelle aussi la contrainte limite admissible. Je préfère résistance pratique à l'extension, RPE. Elle est définie à partir de la limite élastique RE. Donc j'ai RE ici. Donc ma pièce, dans mes calculs, je ne vais pas vouloir qu'elle dépasse RPE. Parce que là, si mes sollicitations dans la pièce arrivent à RE, ben, il suffit que je mette un effort un tout petit peu plus important, hop, je dépasse aussitôt ma pièce abîmée. Donc on va se garder une marge de sécurité. On ne veut pas s'approcher de RE pour être sûr que ça résiste. Bon, par exemple, un ascenseur, si on le prévoit pour 5 personnes, il y aura bien un jour où il y aura 6 personnes dedans. Si on n'a pas prévu que ça puisse dépasser, eh ben, désolé pour les 6, ils vont pas aller bien haut. Donc RPE, RRPE, résistance pratique à l'extension, ça va être des mégapascales aussi. Ou newton par les millimètres carrés, c'est pareil. Alors comment je trouve RPE? Ben, afin de tenir compte des incertitudes dans les caractéristiques des matériaux, dans les hypothèses ou dans la valeur des sollicitations. La valeur des sollicitations, c'est le cas de l'ascenseur, hein. Il y en a 6 qui rentrent dedans au lieu de 5. Dans les hypothèses, c'est les efforts, on a des efforts qu'on n'avait pas prévus, comme le vent. Et caractéristiques des matériaux, ben, s'il est un peu moins bon que ce qu'il devrait être, il faut quand même que ça tienne. Et afin d'être certain que les conditions de résistance soient remplies, on affecte à RE un coefficient de sécurité petit s. Donc j'ai insisté petit. Ne pas confondre le petit s, le coefficient de sécurité, avec le grand S, la section, la surface de la pièce, pour ne pas dépasser la limite élastique. Donc la petite formule RPE, ça va être égal à RE, cette limite-là. On va diviser RE par un coefficient de sécurité. Comme ça, hop, on va avoir une limite ici à ne pas dépasser sur notre matériau. Donc les unités RPE mégapascal, RE mégapascal, et le coefficient de sécurité, ça n'a pas d'unité. Donc pour que ça tienne, condition de résistance, bah, il faut que l'effort réel dans la pièce, N sur S, ça c'est l'effort réel dans la pièce, reste inférieur ou égal à RPE. Ça c'est une limite théorique, hein, qu'on s'impose par rapport aux matériaux. Voilà le gros principe de la résistance des matériaux. On étudie, on se donne des limites par rapport aux matériaux qu'on connaît. Et on s'arrange pour que notre calcul ici, l'effort réel ne dépasse pas cette limite théorique. Voilà, RPE. Donc l'effort réel dans la section devra être en dessous. Ce qui fait que même si on dépasse un jour, on met 6, 7, 8 personnes dans l'ascenseur, on se rapprochera de RE, mais on aura encore une marge. Après, il faut limiter le volume, on ne pourra pas en mettre trop. Bon, le choix du coefficient de sécurité, ben, nous n'aurons pas à le choisir, il sera imposé. Mais bon, il faut savoir que de 1,5 à 2 en coef de sécurité, c'est très petit ça. C'est des cas exceptionnels de grande légèreté, hypothèse de charge surévaluée. Si j'ai déjà prévu que l'ascenseur supporte à 10 personnes, alors que j'ai bien écrit que c'était que 5 maxi, là, j'ai une hypothèse de charge surévaluée. Donc 2 à 3 constructions, on le recherche la légèreté, tout ce qui est aviation. Donc on va pas mettre des gros coefficients ici, ça serait surdimensionner les pièces et après il faut mettre du kérosène pour les faire voler ces pièces.
3 à 4, calcul soigné au banc fixe. 4 à 5, construction courante. Donc dans la plupart des cas, on est dans ces eaux-là. 5 à 8, calcul sommaire, effort difficile à évaluer. Cas de choc, les chocs ici pour évaluer l'effort maxi, c'est difficile. Appareil de levage, manutention. Donc tout ce qui est appareil de levage, manutention, on rigole pas trop, vaut mieux surdimensionner. 8 à 10, matériaux non homogènes. Cas de choc et les élingues de levage. Donc les élingues, ça à acheter c'est très cher par rapport à ce que c'est. Visuellement, c'est pas grand chose une élingue. Par contre, ce n'est pas pour rien que c'est cher, c'est que vraiment elles sont étudiées pour résister à de lourdes charges. Et 10 à 15, choc très important, très mal connu, tout ce qui est presse ascenseur. Donc là on prend des sécurités. Voilà, mais 10 à 15, on ne fera pas de calcul, on restera dans la construction courante pour nous. Donc application, on va faire déjà des petits calculs. Soit une poutre de diamètre 50 mm, donc elle est bien cylindrique, soumise à 2 efforts F de 55 Newton. Donc on a un effort d'un côté de 55, de l'autre côté, si ma poutre ne bouge pas, c'est que je tire aussi de 55 de l'autre côté. Déterminer la contrainte normale. Donc là, il y a un petit souci de vocabulaire, il faut déjà s'habituer. C'est quoi la contrainte normale? C'est sigma. Sigma égale N sur S, l'effort normal. Donc au démarrage de la RDM, j'ai souvent des élèves qui additionnent les forces des deux côtés. Si je coupe ma poutre et que je regarde l'effort juste dans la section ici, je vais avoir qu'un effort de 55 Newton. Il ne faut pas additionner les deux forces. Donc l'effort normal, perpendiculaire à la surface, ça sera 55 Newton. Et la surface d'un cercle, pi R2, pi R2, pi R2. Donc ça à écrire quelque part, à retenir. J'en ai encore qui cherchent des fois, qui confondent avec le périmètre d'un cercle de pi R. La surface, c'est pi, 3/14, fois le rayon au carré. R2, pi R2, 3/14 fois, donc on avait un diamètre 50, le rayon 25 au carré. Donc au niveau des unités, il faut déjà partir avec les bonnes unités pour le calcul. Donc on veut sigma en mégapascal, les newtons par millimètre carré. Je vais mettre l'effort en newton et la surface en millimètre carré. Comme ça j'aurai sigma directement dans la bonne unité. C'est plus simple que de faire des conversions après. En général ça devient un petit peu compliqué. Donc 55, je suis bien en newton. La surface 3/14, ça n'a pas d'unité, c'est pi. Et le rayon, il est bien en millimètres. Donc je vais obtenir 0,028 mégapascal, newton par millimètre carré, si vous préférez. À vous de voir. J'ai déterminé la contrainte normale, sigma. Ensuite, voilà. Ici, on avait un effort de 55 newtons sur la pièce totale. On a calculé l'effort en fait sur 1 mm carré. Sur 1 mm carré ici, on a 0,028 newton. Si j'ai un millimètre, je prends le millimètre carré qui est à côté, il aura la même valeur. Celui d'à côté aussi, 0,028 newton. Voilà. Donc ça, c'est l'effort réel dans notre pièce. Donc dans cette pièce-là, on a cet effort-là par millimètre carré. Sachant que la résistance élastique c'est RE, est de 165 mégapascal, et coefficient de sécurité est de 5, déterminer la résistance pratique à l'extension. RPE. RPE, c'est RE sur S. Sur petit s, attention, coefficient de sécurité. RE, on a 165, petit s, coefficient de sécurité de 5, donc on obtient 33 mégapascal. Donc RPE, résistance pratique élastique, RPE égale 33 mégapascal. Ça, c'est la limite théorique qu'on s'impose, on ne veut pas que ça dépasse. Puisque RE était à 165 ici, donc la résistance de cet acier-là, 165 mégapascal, on lui affecte un coefficient de sécurité, hop, on veut la limite ici, on ne veut pas que l'effort dans la pièce dépasse cette limite théorique, RPE. Et en fait, on en vient de faire le calcul, notre pièce par millimètre carré, il n'y a que 0,028 newton par millimètre carré. Donc en fait, l'effort réel dans la pièce est très largement inférieur à la limite théorique qu'on s'est imposée, et donc très largement inférieur encore plus à la limite qu'elle pourrait supporter. Donc vérifier la condition de résistance. Pour que ça résiste, il faut que l'effort dans la pièce soit inférieur à la limite théorique.
0,028 est bien inférieur ou égal à 33. Là, il n'y a pas de souci. Donc la conclusion, c'est que la poutre va résister. Donc ça, c'est une pièce qui est surdimensionnée, ce qui arrive très souvent. Eh bien, un petit deuxième pour la route, soit une poutre de diamètre 100 mm soumise à 2 efforts F de 6 décanewtons et terminer la contrainte normale. Donc F, 6 décanewtons, se rappeler que 6 décanewtons, ça fait 60 newtons. Donc sigma, contrainte normale, c'est l'effort réel par unité de surface, donc c'est la force sur la pièce, divisé par la surface totale de la section ici. Donc 60, c'est bien 60 newtons, transformer les décanewtons en newtons, et la surface, je vais la vouloir en millimètres carrés. Donc c'est cylindrique, c'est pi R2, le diamètre 50, donc rayon le diamètre 100, donc rayon de 50. Pi R2. Et on obtient 0,0076 mégapascal. Les mégapascals, ce sont des newtons par millimètre carré. Donc, sachant que la résistance élastique est de 165 mégapascal, et que le... Tiens, ça devrait être un P majuscule ici. Et que le coefficient de sécurité est de 4, déterminer la résistance pratique à l'extension, RPE. RPE, c'est la résistance élastique 165, sur le coefficient de sécurité 4. Petit s, attention. Hein. Donc, on obtient 41,25 mégapascal. Vérifiez que ça tienne. Sigma, l'effort réel dans la pièce par unité de surface, est inférieur ou égal à RPE, la limite théorique qu'on s'est fixée. Donc là, on est très largement en dessous. Donc la conclusion, c'est que cette poutre, elle résiste. Donc on va commencer à voir les déformations longitudinales. Epsilon. Pour un grand nombre de matériaux, l'essai de traction montre qu'il existe une zone élastique pour laquelle l'effort de traction F est proportionnel à l'allongement delta L. Donc l'allongement delta L, delta ça veut dire variation. Donc la variation de longueur est proportionnelle à l'effort. Donc c'est quand on est dans la zone élastique seulement. On a une analogie avec les ressorts qui ont une petite formule. J'ai un sujet dans lequel on étudie un ressort. F plus K, un coefficient, fois X. Cette propriété est énoncée par la loi de Hooke. Epsilon, allongement relatif, n'a pas d'unité. C'est égal à delta L, variation de longueur, sur L0. L0, c'est la longueur initiale. Pourquoi on parle de longueur initiale? Parce qu'une fois qu'on a tiré, la pièce est bien allongée. On a une variation de longueur. Longueur initiale, là c'est la longueur finale. Longueur initiale, c'est avant l'effort sur la pièce. Donc la loi de Hooke nous dit que sigma, la contrainte normale, c'est égal à grand E, ça c'est le module d'élasticité longitudinale, en mégapascal, fois epsilon. Donc le module d'élasticité, il est donné, hein, c'est une caractéristique des matériaux. C'est comme la limite élastique RE, ça c'est donné suivant les matériaux qu'on a. Donc c'est ce qu'on appelle le module de Young. Allez, on va voir ça. Remarque, E est une constante caractéristique du matériau déterminée par essai. Donc ça, on n'a pas à réfléchir. On a un beau tableau là. Donc je parle tout le temps en mégapascal, newton par millimètre carré. Là, le tableau est donné en décanewton par millimètre carré. Millimètre à puissance moins 2, c'est par millimètre carré. C'est comme si j'avais mis décanewton sur des millimètres carrés. Donc en fait, en mégapascal, ici, ça serait 70 000 à 75 000 newtons par millimètre carré. Nous, on va être dans des aciers dans les 200 000. Acier de construction, voilà, dans les 200 000. Entre 200 et 220 000 mégapascal ou newton par millimètre carré. J'avais rajouté en bas, attention à l'unité. Millimètres, normalement, c'est des minuscules. Alors, formule pour déterminer la variation de longueur, delta L, c'est égal à l'effort normal, N, en newton, fois la longueur initiale L0, en millimètres, sur S0, la section initiale, en millimètres carrés. C'est vrai que je n'ai pas parlé de section initiale encore.
Mais puisque ma pièce s'allonge, eh ben, le diamètre il va forcément diminuer. La matière, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Donc on prend la section initiale. Fois E, le module de Young, en newton par millimètre carré. Donc tout ça, ça me donne bien comme unité finale, delta L, des millimètres. Voilà une belle formule. Donc dans le cours que vous pouvez télécharger, regardez dans le descriptif de la vidéo, il y a plein de petites formules comme ça, un petit coup de fluo dessus dans le cours, elles sont bien pratiques. Et je rappelle, 1 mégapascal, c'est 1 newton par millimètre carré. Et ce ne sont pas des décanewtons par millimètre carré. On fait une petite application. Un tirant de palan. Donc on a un palan ici pour porter de lourdes charges. Le palan il peut être dans différentes positions. Le cas le plus mauvais pour notre tirant, qui est là, c'est quand la charge est vraiment au bout. Il faudrait qu'on fasse de la statique aussi, ce serait pas mal. D'une longueur de 3 mètres 20, 3,2 mètres ici, la longueur du tirant. Diamètre 32 mm, doit supporter un effort axial 65 000 newtons. Effort axial ici, là c'est schématisé par la force B de 3 sur 2, 3 sur 2. Ah, ça serait bien de refaire de la statique. Les caractéristiques de l'acier employé sont les suivantes. RE, résistance élastique 450 mégapascal. E, module de Young 200 000 mégapascal. Et on prend un petit coefficient de sécurité, petit s, de 5. Déterminer la contrainte normale. Allez, on révise les formules. Sigma égale n sur s. Effort normal sur la surface. Donc 65 000, l'effort normal, grand N, 65 000 newtons, pas de problème. La surface d'une pièce cylindrique, c'est pi R2, pi fois, donc on avait un diamètre 32. Le rayon c'est 16, puis fois 16 au carré. Contrainte normale, donc on obtient 80,82 mégapascal. On va déterminer maintenant RPE, la résistance pratique à l'extension, RPE, RE sur S, sur petit s, attention, coefficient de sécurité ici. Donc RE était donné, 450, coefficient de sécurité de 5, on obtient RPE égale 90 mégapascal. Donc on vérifie que ça tient. On vérifie qu'on reste bien dans la zone de sécurité. Il faut que sigma, l'effort réel dans la pièce, la contrainte réelle, soit inférieur à ou égal à RPE, la limite théorique qu'on s'est fixée suivant les matériaux. Et bien là ça fonctionne. Mais dans le cours numéro 1, là, on était très loin dans les applications de RPE. Là on commence à s'en rapprocher. La pièce est bien dimensionnée. Allez, l'allongement relatif epsilon. Epsilon, une petite formule de plus, sigma égale grand E fois epsilon, module de Young fois epsilon. Donc si sigma égale grand E fois epsilon, epsilon égale le grand E, il faut le passer de l'autre côté, c'est une multiplication, il passe donc dessous, epsilon égale sigma sur grand E. Epsilon égale sigma sur grand E. Application numérique, 80,82 sur 200 000. On obtient, tiens, je l'ai mis exprès là, la calculatrice des fois nous donne ça. Donc ça pose quelques soucis pour mes élèves. 4,04 multiplié par 10 puissance moins 4. C'est comme si on divisait 4,04 par 10 000. 4,04 divisé par 10 000, ça nous donne 0,000404. Et pas d'unité pour epsilon. Alors, maintenant on veut déterminer l'allongement du tirant. Détail de combien il s'allonge le tirant quand il est en charge avec ses 65 000 newtons dessus. Alors, une belle formule, delta L égale N, l'effort normal 65 000, L0, attention aux unités, là c'était donné en mètres, 3,2 mètres, ça fait 3200 mm, on met tout en millimètres. Sur S0, la section initiale, la surface initiale, pi R2, donc 16 au carré, fois grand E, 200 000. C'est ce qui était donné pour grand E, c'est bien ça. Belle formule. Et bien, quand on calcule tout ça, on obtient 1,29 mm. Donc 1,29 mm sur une longueur de 3,20 m,
Ça s'allonge pas beaucoup, ça paraît bien cohérent, c'est normal. Si j'avais trouvé 12 cm là, il y aurait eu un petit souci. Alors, delta L, il y avait une autre façon de le calculer avec l'autre formule. Epsilon égale delta L sur L. Donc, delta L égale L fois epsilon. L0 d'ailleurs. 3200 fois epsilon, on obtient bien le 1,29. Ça tombe bien, on a la même chose. Donc, ça fonctionne. Voilà, on va parler un petit peu maintenant de concentration de contrainte. Toute modification de forme d'une poutre tendue fait apparaître une concentration de contrainte. Au voisinage du changement de section, la répartition des contraintes n'est plus uniforme. Alors, sigma. Bon, pour l'instant, on a considéré que sigma était pareil partout. Par contre, quand la pièce change de forme, changement de section ici, d'ici à ici, eh bien, on va avoir un phénomène de concentration de contrainte. Ça va être beaucoup plus tendu au bord. Donc, la pièce va moins bien résister. Donc, c'est pour ça qu'on évite les changements de section. Et en tout cas, il y a des petites choses à voir dans les changements de section. Si on veut en faire, faut pas avoir un angle vif ici, par exemple. On va avoir une grosse concentration de contrainte, sinon. C'est pour ça qu'on met des arrondis. Donc, on a un petit tableau qui va avec, qu'on peut utiliser. Donc, il y a des petits calculs. Grand D, c'est le grand diamètre. Petit d, c'est le petit. On calcule grand D sur grand D, on va trouver une courbe. Celle-ci, c'est la courbe 1,5. On peut en avoir d'autres. Petit r sur petit d. Petit r, c'est le petit rayon là. Petit d, c'est le petit diamètre. On calcule. On va trouver une valeur ici. Donc cette valeur, on la remonte, on vient croiser la courbe qui correspond. Et on repart à l'horizontale. On va trouver ce qu'on appelle KT, le coefficient de concentration de contrainte. Donc le petit tableau ici, c'est comme ça qu'on l'utilise. Il faut faire ces calculs-là, trouver la bonne courbe. On vient croiser la courbe, on vient à l'horizontale, on trouve un coefficient de concentration de contrainte. Bon, ça paraît compliqué, mais quand on l'a appliqué une fois, c'est pas trop dur. Donc au lieu de sigma, on va avoir sigma max. Sigma maxi, on parle de sigma max quand on a des concentrations de contrainte, quand on a des changements de section. Et bien c'est ce coefficient de concentration de contrainte, KT, fois sigma. Le sigma normal dans la section ici. KT, le coefficient de concentration, coefficient de contrainte. Oh, je dirais bien même en plus de concentration de contrainte, sans unité, dépendant de la forme de la poutre. Donc ici, on vient de le voir pour deux sections cylindriques ici, avec un petit rayon pour accorder les deux. Suivant les pièces, on va avoir plusieurs choses différentes. Et une petite remarque importante, pour éviter une trop grande concentration de contrainte, on évite les changements brusques de section. On place un arrondi de rayon aussi grand que possible. Le petit arrondi ici, plus le rayon est grand, mieux c'est. Alors, différentes figures ici, donc avec différents calculs à faire pour trouver la bonne courbe. R sur D, ici, il faut regarder, suivant la pièce que vous avez. Une petite plaque ici avec un perçage, c'est pareil, on a une concentration de contrainte, ça commencera à casser au niveau du perçage et non pas à l'extérieur. La concentration est ici, ça commencera à lâcher à l'intérieur. Si on dépasse largement la limite quand c'est fixé. Un plat percé, on a un plat avec étranglement ici. Donc si on peut éviter toutes ces petites formes là, il vaut mieux éviter concentration de contrainte. Ça c'est la figure qu'on vient de voir juste avant. D'autres cas de figure aussi. On force ici. Donc c'est au niveau du perçage que ça peut casser. Et avec une petite gorge. Une petite gorge aussi, ça me fait un phénomène de concentration. À éviter des changements de brusques. Des fois c'est pas possible d'éviter, ne serait-ce qu'une petite gorge pour mettre un anneau élastique. Donc faut tenir compte de tout ça. Donc on va appliquer, je vais le faire qu'une fois, puis il y aura un TD qui va suivre, où il y en aura un calcul. Le calcul avec concentration de contrainte. Une tige cylindrique avec épaulement supporte un effort de traction de 1000 décanewtons. Diamètre, le petit diamètre 20 mm, non ça c'est le grand. Le deuxième diamètre 14 mm, et pour relier les deux, on a mis un rayon de 3. Schématiser cette tige avec la cotation. Donc voilà,
Changement ici de diamètre entre les deux. D1 20 mm, D2 14, rayon de 3 entre les deux, et on tire avec une force de 1000 décanewtons. On va calculer déjà la contrainte ici dans la section. Donc on commence par sigma 1 dans la section D1. Sigma 1, sigma égale N sur S, donc sur S1, la section ici. L'effort normal, 1000 décanewtons, ça fait environ 10 000 newtons. Voilà. Fois 3,14 pi R2, pi 3,14, R2 le rayon ici, diamètre 20, rayon de 10. Donc la contrainte normale dans la section S1 ici est égale à 31,83 mégapascal. Et bien on va faire le même calcul pour D2. Alors sigma 2 dans cette section là. A priori, la section est moins grande, sigma va être plus important ici que dans cette section là. NS2, donc toujours le même effort, 10 000 newtons. Pi R2, le rayon est inférieur ici, diamètre 14, rayon de 7. On obtient 64,96 mégapascal. Donc la contrainte normale est plus importante dans la petite section ici. Ce qui est tout à fait normal. Allez, on va s'attaquer à sigma max au niveau des changements de section. Alors, c'est cette figure-là. Donc là, les valeurs sont pas bonnes, hein. C'est un petit dessin que j'ai repiqué dans un livre. Donc, la courbe, c'est cette courbe-là. Donc, nous, il va falloir calculer grand D sur petit d. 20 sur 14. 20 sur 14, 1,4. Ah, je n'ai pas la courbe de 1,4. Bon, on va voir après. On va calculer aussi petit r sur petit d. Petit r sur petit d. 3 sur 14, 0,21. Donc 0,21, on est par ici. 22, 23, 24, 25, 21 par là. La courbe, puisque je ne l'ai pas, 1,4, eh ben, je vais la tracer. Voilà, en gros, elle serait ici. Je ne terminerai pas comme ça, mais je pars ici mieux. Donc, comment ça marche? Eh bien, 0,21, on va partir d'ici. Toc, on vient croiser notre courbe. Et on va repartir à l'horizontale. Et on va trouver notre coefficient de concentration de contrainte ici, KT. Donc, moi, j'ai trouvé 1,5. Pas d'unité pour un coefficient. Donc, sigma max égale KT 1,5 fois sigma, donc sigma dans la section ici, 64,96. Donc on monte à 97,44 mégapascal. Donc là on voit bien que sigma ici, au niveau du changement de section, 97-98, on est largement supérieur à ce qu'on avait calculé, hein, 64. Donc il ne faut pas négliger les concentrations de contrainte. Attention au changement de section sur une pièce. Donc là, on va aborder la compression et le cisaillement. Compression. Alors, contrainte normale, sigma. Non, ça ressemble à la traction. On a un effort normal, mais au lieu de tirer, on va comprimer. Donc les formules, eh ben, ce sont les mêmes. Sigma égale N sur S, contrainte normale. Sigma, contrainte en mégapascal. N, l'effort normal en newton. Et la section en millimètres carrés. Newton par millimètre carré, c'est bien les mégapascals. Donc c'est la même formule. C'est pour ça que je vais aller assez vite. Remarque, la longueur de la pièce doit être moyenne. Donc il ne faut pas des pièces trop longues pour la compression. Si c'est trop long, on va avoir un autre phénomène qui s'appelle le flambage. Flambage, ma pièce va se courber au lieu de se comprimer. Voilà. Donc les longueurs entre 3A et 8A, ça va être les sections A, diamètre A. Voilà. Conditions de résistance, ce sont encore les mêmes, sauf qu'au lieu d'écrire RPE, résistance pratique à l'extension, on va écrire RPC, résistance pratique à la compression. Par contre, ce sont les mêmes formules. RPC, c'est RE sur S, petit s, coefficient de sécurité. Donc, certains de mes collègues utilisent REC, mais REC et RE, c'est la même chose. Donc, j'ai éliminé REC. J'ai gardé RE, ça me suffit. Remarque, pour les aciers, la résistance élastique est la même en traction et en compression. Ce qui n'est pas forcément vrai pour d'autres matériaux. Mais comme moi, je me limite aux aciers, ça fonctionnerait pour moi.
Déformation longitudinale epsilon, même condition que pour la traction. Donc dans le cours sur la partie traction, vous retrouvez toutes les formules epsilon et delta L, l'allongement. Application. Donc on va juste faire une petite application sur la compression. Une barre cylindrique diamètre 50, longueur 250 mm est soumise à un effort de compression de 2000 N. Coefficient de sécurité de 5, résistance élastique pour l'acier 350 MPa, module de Young 200 000 MPa. Schématiser cette barre avec les annotations nécessaires. Un petit schéma que j'aime bien. On fait un petit dessin vite fait. L'effort de 1000 N, diamètre 50, longueur 250. J'aurais dû rajouter sur mon schéma d'ailleurs les caractéristiques de l'acier. J'aime bien voir ça aussi. Allez, contrainte normale, sigma égale n sur s. N, 2000. Section, c'est une pièce cylindrique, pi R2. Diamètre 50, rayon de 25. Application numérique, 1,02 mégapascal. Déterminer la résistance pratique à la compression, RPC. RPC, c'est RE sur S. RE, résistance élastique, on avait 350. Coefficient de sécurité de 5. Application numérique, 70 mégapascal. On vérifie que ça résiste bien. Donc il faut que sigma soit inférieur ou égal à RPC. Sigma 1,02 inférieur ou égal à RPC. 70 mégapascal, on est largement en dessous. Pas de problème. Raccourcissement, on ne va pas parler d'allongement puisqu'on comprime. Raccourcissement delta L, mais c'est toujours la même formule. Effort normal fois longueur initiale sur section initiale fois module de Young. 2000 fois 250, attention en millimètres, hein, les unités, on ne mélange pas des mètres et des millimètres. Sur pi R2 fois 200 000, donc raccourcissement de 0,0127 mm. C'est vraiment ridicule. Voilà pour la compression. Allez, dans la foulée, on va attaquer le cisaillement. Une poutre est sollicitée en cisaillement lorsque sa section S est soumise à une résultante T. On ne parle plus d'effort normal, on parle d'effort tranchant. Une résultante T ici, contenue dans le plan S. Donc le plan ici, l'effort va être perpendiculaire à la surface, qui va être cisaillée. Donc là, on a un petit dessin de cisaille hydraulique pour couper des pièces. Les lettres vont changer un peu, mais l'esprit reste tout à fait le même. Les formules vont se ressembler beaucoup. Au lieu d'avoir sigma, on va avoir tau, donc un petit T un petit peu spécial. Tau égale T sur S, l'effort tranchant sur la section. On retrouve la même chose, hein. Donc tau, ça va être la contrainte tangentielle par unité de surface par millimètre carré. L'effort sigma était perpendiculaire à la surface, tau sera parallèle à la surface. C'est tout ce que ça change, les formules sont les mêmes. Donc l'effort tranchant sur la surface. Donc tau en mégapascal, parallèle avec sigma, mégapascal, c'est une contrainte par unité de surface. T, l'effort tangentiel en newton, et R de la section droite cisaillée en millimètres carrés. Condition de résistance, tau égale T sur S doit être inférieur ou égal à RPG. Résistance pratique au glissement. Bien, ça c'est nouveau. RPG, ben on va voir une petite formule aussi, comme on avait pour RPE. RPG, c'est REG sur petit s, coefficient de sécurité. Résistance élastique au glissement. Donc on va avoir une correspondance avec RE pour ça. Donc là, petit s, coef de sécurité, REG, résistance élastique au glissement, en mégapascal. Ben, on a une petite correspondance ici, vous retrouvez dans le cours, relation entre la résistance élastique, RE, c'est ce qui m'intéressait en traction, et la résistance élastique au glissement, REG. Ben, suivant les matériaux, on va avoir une petite formule, 0,5 fois RE, si nous sommes dans les aciers doux, ou les alliages d'aluminium, les mi-durs, et ici, pour les aciers durs. Donc de toute façon, la formule sera donnée suivant les aciers que l'on a. Voilà pour le cisaillement. Donc très rapide parce qu'il y a un sacré parallèle avec la traction. C'est juste quelques lettres qui changent. Et RPG. Mais l'esprit reste le même. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Et à bientôt.